Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan, je suis heureux de vous retrouver, même si, on va pas se mentir, je pensais vous retrouver un peu plus tôt. Et je pense que je ne suis pas le seul au sein de la Celtics Nation. Rien qu'au sein du Trèfle, on s'était déjà organisé pour enregistrer cet épisode un peu plus tôt et puis on a eu la surprise de devoir décaler. Peut-être qu'à l'image de nos joueurs, on a été un peu trop confiants sur cette série. On va avoir l'occasion d'en reparler. Dans cet épisode, donc, on va changer un petit peu la formule qu'on avait mise en place pour les playoffs de l'année dernière. On vous avait proposé un épisode review de la série qui venait de se terminer, et puis ensuite un épisode preview. Là, ça va faire un peu court. On s'est dit qu'on allait faire les deux en un. Il y aura donc une première partie où on parlera de la série que les Celtics viennent de remporter face aux Hawks d'Atlanta. Et ensuite, on parlera de la série à venir pour la demi-finale de conférence face aux 76ers de Philadelphie. Un épisode review-preview donc, et je vais vous présenter mes compagnons du jour qui vont vous donner leurs sentiments et leurs analyses sur ces deux séries. Il y a Elias. Salut Elias. Salut Jo, salut tout le monde. Enfin fini de cette série qui faisait peur contre Atlanta, on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est assez étonnant de se rendre compte qu'on a eu peur contre Atlanta, mais pourtant ça a bien été le cas. Et puis il y a Titouan qui est avec nous aussi. Salut Titouan. Ouais, salut les gars. Et ouais, comme l'a dit Elias, ça fait du bien d'en finir parce que plus ça durait, plus ça sentait un peu le piège cette série. Ouais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, on va se faire un petit retour. Je vous propose de rendre hommage à Pierre pour son pronostic. On pensait sur le moment que ce serait un peu pessimiste, mais il se trouve qu'il aura eu raison avec son 4-2. Le pessimisme a gagné, c'est dégoûtant. C'est terrible. Et alors juste avant d'enregistrer, là, je me suis refait la partie du podcast et c'est criant de vérité. C'est-à-dire que vraiment, il nous dit, est-ce qu'on va pas prendre un peu un match par-dessus la jambe ? Est-ce qu'il va pas y avoir un Trae Young game ? Bon, ça, tout le monde en avait parlé. Bon, je sais pas si on peut dire qu'il y a eu un Trae Young game, mais en tout cas, ce tir à 3 points qui nous a fait très mal, il était là aussi. Donc bravo à Pierre. On lui envoie une bise et puis tant qu'on y est, on salue les autres copains du trèfle, Robin et Hugo. Vous les gars, désolé mais il faut assumer, vous aviez tous les deux parié sur un 4-0. Je me permets de vous chambrer gentiment parce que c'est ce que j'avais pronostiqué aussi. Donc voilà, on revient sur ce que je disais en introduction, une série quand même qui nous a surpris. Avant d'entrer dans le détail, j'aimerais que vous me donniez un peu votre sentiment global. On a vu deux matchs, les deux premiers matchs, on va dire qu'ils ont été joués avec application, avec sérieux. Ça a donné 2 victoires assez nettes. Et puis derrière, ça s'est un peu gâté. Le match 3, on peut dire assez clairement que les Celtics l'ont joué relâché. Ça a vite donné un match perdu. On a pu penser que ça serait l'électrochoc puisque derrière le match 4, on l'a joué sérieusement, on le prend à Atlanta, donc on se dit que c'est bon, la machine est lancée, on va pouvoir finir ça tranquillement à la maison. Et puis donc ce Game 5 où on mène assez largement, et puis on se dit que tout est en place, que c'est bon, la série va toucher à sa fin. Nouveau relâchement, donc les Hawks qui arrachent cette victoire. Le fameux game winner de Trae Young qui en plus met le petit coup par-dessus. Et puis, le 6e match, il est accroché. Il n'y a pas vraiment de sentiment de domination de la part d'une des équipes, pas spécialement des Celtics, jusqu'à une sorte de déclic à quelques minutes de la fin, le coup d'accélérateur suffisant pour finir la série au bon moment. Mais tout ça transpire pas la sérénité quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, moi, je pense que tu l'as bien résumé, surtout la bascule en fait entre le match 2 et le match 3. Où en fait les 2 premiers matchs, les Celtics ont été sérieux sans forcément forcer non plus.
mais ça suffisait pour remporter les 2 premiers matchs. Et je pense que le match 3, il y a eu un mélange entre sursaut d'orgueil des Hawks et un peu, comme tu as dit, un match un peu pris à la légère par les Celtics en pensant qu'ils avaient déjà fait le plus dur. Et voilà, après ils prennent du coup les Hawks prennent le match 3 et la surprise, je pense, enfin déjà quand on voit le match 4, on se dit les Celtics le gagnent, mais vraiment c'est pas très beau à voir. Ça défend pas très bien. Orford, alors on va rentrer dans les détails, mais Orford défend drop, on se fait sanctionner quasiment à chaque fois par Dejounte et par Trae Young. Les flashbacks des finales NBA pour moi, hein, c'était pas très agréable à regarder, franchement. Ouais, il y avait de ça, ouais, totalement. Et non, franchement, cette série, je vous l'avais écrit en off. Pour moi, les Celtics les gagnent parce que c'est l'équipe la plus talentueuse, la plus profonde, la plus expérimentée. Mais c'est pas forcément grâce à un très très bon fond de jeu. En dehors des 2 premiers matchs qui étaient pour moi plutôt propres. Mais c'est vraiment le genre de série, tu gagnes au talent. Faudra faire attention face aux Sixers parce que avec le même niveau de jeu, le talent en face est pas le même. Je pense que tu peux vite te faire dérouiller si tu joues comme ça. Ouais, Elias, du coup, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, j'ai quelques trucs à dire. Bah, déjà, sur le coup, pendant les matchs, j'étais un peu, pas déprimé, mais c'était quand même dur à voir le manque de sérieux, tout ça en playoff, ça faisait un peu pas plaisir. Mais quand on y réfléchit, on a eu ces matchs tout le long des playoffs l'année dernière. On en a eu contre les Bucks, on en a eu contre le Heat. Contre les Nets, on a fait 4 bons matchs qui étaient tous serrés. On les a sweep, mais c'était vraiment pas. Enfin, j'ai des souvenirs de sweep qui étaient beaucoup plus faciles que celui-ci. Donc, il y a eu du manque de sérieux, mais c'était pas non plus catastrophique sur tous les matchs. On a su jouer notre jeu par moment. Je pense qu'on a aussi beaucoup, pas forcément sous-estimé, mais on l'a dit, hein, les Hawks, si certains jouaient ensemble et bien, ils pouvaient quand même être une bonne équipe, très talentueuse offensivement. Et ça a été le cas sur quelques matchs, hein. Il y a eu des explosions des fois Murray, des fois Trae Young, des fois les deux, des fois Hunter ou Capella qui rentraient quelques tirs de suite, qui changent un peu le courant d'un match. Donc moi ils m'ont un peu surpris. Je pensais pas qu'ils seraient capables de le faire sur presque 6 matchs au final, même si les 2 premiers n'étaient pas si durs que ça pour nous. Ensuite, un peu paradoxalement, parce qu'on a perdu quand même un match 5 à la maison, mais on a gagné 2 matchs à l'extérieur, ce qu'on a fait tout au long des playoffs l'année dernière. Donc là, c'est un bon signe, hein. On a su, dans un public d'Atlanta qui est quand même enfin, qui fait du bruit, qui est correct. C'est pas la meilleure salle de la ligue, mais c'est loin d'être la pire. Donc ça montre quand même que les joueurs sont toujours bien dans leur jeu, bien dans leur basket, hein, je veux dire, Jaylen Brown, dernier match qui rentre autant de 3 points aussi facilement, ça avait pas l'air de le déranger d'être à l'extérieur. Donc ça voilà, c'est bien. Et aussi, j'ai envie de dire, l'adversité nous permet un peu de voir quelques rotations qui ont bien marché. On en parlera plus tard. Je pense à la fin du dernier match, du match 6, où bah, bizarrement, quand on joue des rotations qui jouaient ensemble l'année dernière et qui avaient l'habitude de jouer ensemble défensivement, ça marchait mieux quand ils étaient concentrés. Donc je pense que Mazzulla, ça lui a un peu mis une piqûre de rappel sur peut-être qu'ils ont une habitude de jouer ensemble et peut-être que ça marche mieux que d'autres. Donc voilà, ça fait pas plaisir de perdre 2 matchs contre une équipe comme ça, mais c'est pas non plus la catastrophe que beaucoup écrivent. Je pense que c'est un peu mixé, quoi. C'est les deux. Ça peut nous permettre de prendre les équipes plus au sérieux plus tard, et surtout, toute la saison, on a mal joué contre les entre guillemets mauvaises équipes et bien joué contre les très bonnes équipes, donc c'était pas non plus totalement surprenant et imprévisible. Ouais, c'est sûr que, disons qu'à la limite, on pouvait peut-être espérer qu'il y ait un peu plus de sérieux grâce à l'étiquette playoff, mais effectivement, ça n'a pas suffi à changer cet aspect-là de notre jeu. Allez, je vous propose d'attaquer par le dossier Jason Tatum. On a le sentiment qu'il peut faire mieux, hein, que ce qu'il a proposé sur cette série. Il fait pas une mauvaise série, mais en même temps, on en parlait, on en discutait en off. Le niveau de Tatum, ce serait exagéré de dire qu'il est décevant, mais depuis le All-Star Game, il est quand même moins bon que ce qu'on est en droit d'attendre de lui, surtout quand on voit la très bonne première partie de saison qu'il nous propose. Sur cette série, bon, il fait le taf. Il y a la fin du Game 6 qui nous fait un peu oublier le reste, en fait, parce que il y a ce pull-up 3 là, qui lance un peu
le coup d'accélérateur des Celtics dont je parlais là en fin de match. Derrière, il va récupérer la balle en l'air sur un 3 points manqué. Il la claque dans le panier, on le voit pousser un cri, on se dit ça y est, Tatum il est lancé. Mais bon, il reste 4 minutes dans le game 6 quand tu te lances, quoi. Enfin, alors il montre une belle agressivité à ce moment-là, ça fait plaisir. Les stats sont belles, hein. Je regardais là, 30 points, 14 rebonds, aucune balle perdue surtout. Mais on a le sentiment qu'il est quand même pas extraordinaire. Est-ce qu'on est trop exigeant Alors bon, je pense qu'on sait tous au trèfle qu'on est trop exigeant avec Jaylen Brown. Est-ce qu'on est devenu trop exigeant avec Jason Tatum aussi, ou est-ce que vraiment il doit faire mieux? Alors, je pense pas que ce soit de l'exigence, parce que on parle d'un joueur qui était quand même dans les premiers mois de la NBA, qui était dans la course au MVP, qui a même eu des votes pour le MVP. Donc en tant que MVP, enfin que potentiel MVP, que All-Star, que franchise player, tu t'attends à un meilleur niveau de jeu. Après, pour moi, il n'a pas été décevant dans le sens où, en fait, il a un peu affiché le même niveau qu'il avait affiché en saison régulière, à part, comme tu le disais, la première partie où il était dans les discussions pour le MVP. Mais sinon, on a eu un Tatum qui a été, je trouve, relativement bon au playmaking. Quelques shoots forcés, notamment à 3 points, avec une adresse plutôt moyenne pour un joueur de son calibre. Mais ça, encore une fois, c'est exactement ce qu'on a vu de lui en saison régulière, où voilà, il cherchait pas mal de pull-up à 3 points pour comme le disait Robin, comme s'il cherchait son pull-up, justement, il cherchait à se cadrer là-dessus. Il a jamais trop réussi à le faire, et il y a des matchs où, je crois que c'est le match 5, si je dis pas de bêtises, où il fait 1 sur 10, je crois, à 3 points, ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a pas mal de matchs où, en fait, globalement, il a été un peu à l'image des Celtics sur cette série, c'est-à-dire que les 2 premiers matchs sont très bons, les Celtics sont plutôt bons, et après, à partir le match 3, les matchs 3, 4, 5 sont nettement moins bons, et bizarrement, les Celtics sont aussi nettement moins bons. Donc ouais, je dirais pas jusqu'à décevant, parce que comme tu l'as dit, il a pas été catastrophique non plus. C'est plus le pourcentage à 3 points et plutôt la sélection, enfin on va dire le decision making offensivement, pas dans la distribution, parce que ça je trouve qu'il le fait toujours bien, mais plutôt dans le choix entre prendre un pull-up à 3 points ou aller driver et chercher ses points près du cercle, ou aller chercher ses lancers francs. Le match 4, je crois, où il prend une dizaine de lancers francs. Le match 5, là où on disait qu'il fait 1 sur 10 à 3 points, à côté de ça, il prend que 2 lancers francs. C'est pas normal. Même le match 6 où il prend 4 lancers francs, c'est assez léger pour un joueur de ce calibre. Il devrait en prendre 8, 9. Donc ouais, c'est plus ce côté-là. Prendre un peu moins de 3 points et peut-être aller chercher plus ses points sur la ligne. C'est vraiment le seul truc, je pense, où tu passerais d'un Tatum qui est moyen pour son calibre à un Tatum excellent. Parce que par contre, autant offensivement, il y a ce point-là qui me chagrine un peu, autant défensivement, on en parlait d'ailleurs en off, pour moi c'est si ce n'est le meilleur défenseur des Celtics sur cette série. Il a été incroyable du début à la fin. Ouais, c'est sûr. Surtout que tu parlais des lancers francs, surtout que là on reste dans la partie review, mais quand on va parler de la preview, les lancers francs, ça risque d'avoir une belle petite importance. Elias? Ouais, Tito a pas mal dit ce que je pensais. Moi, il m'avait l'air un peu presque sur la réserve pour pas trop se fatiguer, parce que on se souvient de ces finales NBA l'année dernière qui étaient catastrophiques en grande partie parce qu'il était crevé et blessé. Donc je pense que là, il a voulu contre une équipe pas très physique et pas très impressionnante, on va dire, il a voulu se garder. Et grand bien lui fasse, hein, si ça peut lui permettre de tenir longtemps sur les playoffs et qu'il joue pas comme ça contre toutes les bonnes équipes, ça me dérange pas. Après, c'est vrai qu'il a été mauvais sur pas mal de matchs. Je l'ai trouvé pas particulièrement très bien utilisé par moment, ou quand il l'avait pas, il continuait à le faire jouer en porteur de balle principal, en initiateur de l'attaque, alors qu'il avait pas, il trouvait pas ses pull-ups et tout ça, donc c'était pas pour moi une très bonne idée. On a quand même de quoi le faire jouer en finisseur d'action, que ce soit en allant amener vers le cercle avec un Smart ou un Brogdon ou un White qui initie l'action. Donc ça, j'ai trouvé un peu dommage de pas aller fuser dans tout ce qu'on pouvait faire tactiquement, mais on en reparlera plus tard de coaching. Donc ouais, non, j'ai trouvé qu'il essayait quand même de se garder. Il y a quelques quand même très bons moments, surtout défensifs.
Je pense à Game 6 où il était juste magistral. Enfin, il y a des moments, je croyais que c'était Marcus Smart, mais non, c'était Tatum. Donc, ouais, c'était fou. Je l'ai trouvé assez appliqué, quand même, malgré le tir au niveau de la passe et au niveau de faire jouer ses coéquipiers. Je l'ai trouvé assez impliqué. Ça se voyait qu'il cherchait tout le monde. Il cherchait à faire jouer Brown. Il cherchait à faire jouer Brogdon quand il était en forme. Il cherchait à faire jouer White, dont on parlera plus tard, qui était pas mal en forme à des moments. Et ça se voyait qu'il allait le chercher. Il a dit plusieurs fois qu'il fallait que White soit très agressif pour que ce soit une bonne équipe. Et ça se voit qu'il cherche à le pousser de l'avant et à lui trouver des bons tirs. Donc ça, c'est quand même très positif. Donc ouais, je suis pas complètement inquiet parce qu'on a l'habitude avec Tatum et je pense qu'il va être meilleur. Mais s'il reste à ce niveau, on gagnera pas un titre NBA. Voilà. Le mot est lâché. Voilà, là, le coup près est tombé. On sait ce qu'il va falloir surveiller. Ok, mais en même temps, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. D'ailleurs, stat assez marrante, mais je viens de remarquer ça. Sur les 6 matchs, donc face aux Hawks, il y en a quand même 4 où c'est Jaylen Brown, le joueur qui prend le plus de shoots dans le match. Donc devant Tatum. Ce qui montre déjà que Jaylen Brown se refuse pas beaucoup de tirs, mais ça on le savait. C'est d'ailleurs une des reproches principales qu'on lui fait. Mais ça montre aussi que Tatum a vraiment, en dehors de ce fameux match 5 où il a beaucoup forcé son tir à 3 points, il force pas énormément de shoot, il monopolise pas le ballon. Je veux dire, on n'est pas sur le cliché du franchise player qui veut à tout prix faire gagner son équipe à lui tout seul en prenant 40 shoots par match. Donc voilà, c'était juste ça rejoint un peu ce que disait aussi Elias sur le fait que il est toujours dans le collectif, toujours focus dans faire tourner le ballon, mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est plutôt positif. Je pense vraiment qu'on est à un Tatum qui retrouve son shoot, d'être beaucoup plus rassuré en fait sur notre attaque. Ouais. Puisque tu parlais puisque tu as fait le parallèle avec Jaylen Brown, on va parler un petit peu de lui. Jaylen Brown, bon, alors, on va reparler de la défense, comme d'habitude, mais au niveau offensif, c'est plutôt fort sur cette série, notamment à 3 points. Je regardais ça tout à l'heure, j'ai vu que, alors il y a un match où il passe complètement à côté. Je crois qu'il a 0 sur 3 ou 0 sur 4. Tous les autres, donc les 5 autres matchs, on est à 50% minimum à 3 points, dont notamment un très très joli 6 sur 8 dans le Game 6, comme disait Elias. C'est vrai qu'il n'a pas eu peur de ça. Bon, après, Jaylen Brown, il est d'Atlanta, donc peut-être que ça lui a réveillé quelque chose. Globalement, sur Jaylen Brown, Elias, je te donne la parole là-dessus. Ouais. Offensivement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'il a été parfait. Enfin, pas parfait, personne n'est parfait, mais vraiment ce qu'on attend de lui et plus par moment. Donc, c'est le lieutenant de luxe. Je sais que certains du trèfle et d'autres ont du mal à le voir meilleur que Tatum sur des matchs, mais ça arrive quand même régulièrement maintenant, surtout sur le rôle qu'on attend d'eux. Et donc, ouais, je l'ai trouvé vraiment offensivement assez impressionnant. Il y a peu de moments où il se passe à côté. J'ai pas trouvé son mid-range assez impressionnant. J'ai pas les stats sous les yeux, mais j'ai trouvé qu'il en ratait pas mal. Après, j'ai pas, encore une fois, je peux pas vraiment, j'ai pas fait ma recherche là-dessus, donc je peux pas l'assurer. En revanche, tu parles des 3 points. Moi, j'ai trouvé, enfin, il y a une stat qui est assez inquiétante. C'est lancer franc, qui est quand même une indication assez qu'on utilise souvent pour parler du tir des joueurs. Et là, c'est lancer franc, c'était catastrophique. J'ai pas les stats sous les yeux, encore une fois, je suis désolé, je peux aller chercher ça. Mais il y a aucun match où il en tire pas beaucoup. Personne n'en a tiré beaucoup sur le match, mais il en a raté vraiment beaucoup. Et comme c'est une tendance avec lui, c'est un peu inquiétant. Sinon, ouais, non, offensivement, il a tout fait. Je trouve que même sur ses problèmes de perte de balle, tout ça, ça a été assez correct. Il y a eu quelques moments un peu inquiétants, mais c'est toujours pareil. C'est Jaylen Brown, il sera jamais Chris Paul, donc c'est pas, voilà. Et puis après, c'était contre une défense qui était pas non plus très agressive et qui allait beaucoup chercher le porteur de balle, donc on verra contre une meilleure défense. Mais ouais, non, j'ai trouvé très bon offensivement. Défensivement, c'est toujours très compliqué par moment, mais bon, on a l'habitude.
58% au lancer franc Voilà, sur la bon, série. c'est pas énormément sur pas beaucoup de tirs, mais c'est pas. Merci, c'est Sur pas 3 sur 3 tentés. par Ce qui match. Ouais, est, ce qui est ouais, vraiment pas beaucoup c'est pas beaucoup. Ouais. pour un joueur Ouais. comme lui et un joueur qui est censé, enfin, déjà en saison régulière, il tourne à 5 lancers francs par match. Même en playoff Après, là, l'année vraiment, sur dernière. cette série, personne n'en a tiré des Oui, lancers. oui. Après, il y a eu Ouais, un 1 sur 5 dans le game, ouais, dans le 5e match, qui laisse peut-être encore plus d'amertume. Ouais, il était pas du tout dans ce match-là. Hein. Ouais, il en a pas tiré dans le game 6. Alors que pourtant, paradoxalement, c'est le match où il score le plus, je crois. Mais oui, dans les lancers, ça allait pas. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, donc je rejoins globalement tout ce qu'a dit Elias, je veux appuyer sur un truc, ce que j'ai bien aimé sur Jalen Brown, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on lui reproche beaucoup au trèfle, enfin, de manière générale, dans ceux qui le critiquent. Ce qu'on lui reproche souvent, c'est de tenter trop de pull-up à 3 points, de tenter trop de tirs forcés, et enfin, trop de tirs compliqués. Et c'est une chose que j'ai bien aimé chez lui sur cette série, c'est qu'il a justement pas forcé ses pull-up à 3 points, ses tirs. Alors, il a mis quelques tirs compliqués, notamment, je crois que c'est notamment dans le match 6 où il en met un, où il a carrément 2 défenseurs sur lui. Mais bon, il le met, donc tu peux pas lui dire grand-chose. Mais en termes de volume, je crois que le match où il prend le plus de 3 points, c'est justement le match 6 où il en prend 8. Sinon, il est toujours autour des 5-6 tentés, voire un peu moins. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une des choses qu'on reprochait à Jalen Brown, c'est parfois d'en tirer 9-10 par match. Donc je trouve ça intéressant même le match où il fait un 0 sur 4, bah voilà, il voit qu'il est à 0 sur 4, bah il en prend que 4. Et le reste, il va chercher plutôt son mid-range où il est plus à l'aise ou alors plus près du cercle. Donc voilà, pour moi, c'était important de le souligner parce que c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché. Et voilà, on est les premiers à lui faire une critique, donc quand c'est bien, faut le dire aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a même eu, c'est dommage qu'il soit pas à l'antenne avec nous, mais on a quand même eu Hugo qui nous a mis dans notre conversation sur Twitter qu'il avait trouvé que Jalen Brown a fait un bon match. Moi, je me suis dit, je sais pas, je suis pas réveillé. Mais oui, effectivement, il Par faut. contre, pour continuer, parce que serait le trèfle sans une petite critique de Jalen Brown? C'est vrai que comme dit Elias, défensivement, par contre, Ouais. là c'est vraiment compliqué. Hein. Et le pire, c'est que tu peux trouver sur les 6 matchs des séquences isolées où il défend bien en homme à homme, sur une ISO ou un truc comme ça. Mais c'est tellement, tu dois avoir peut-être 3 séquences sur 6 matchs de 48 minutes. Enfin, c'est Ouais, pour on voit pas c'est les quelques 3 points par match qu'il laisse totalement ouvert parce qu'il oublie de faire un décalage ou un c'est ça. close-out parce qu'il est bloqué sur la balle. Ça arrive 2 fois par quart-temps, et sauf que quand tu joues contre une équipe comme les Hawks qui n'ont pas énormément de création offensive et qui vraiment ont besoin de rentrer leurs 3 points, et bah les laisser ouverts, c'est un peu. Enfin, c'est dommage quoi, parce qu'il y a des Capella, des Hunter, des Jalen Johnson qui sont laissés totalement ouverts par oubli de Jalen Brown, et derrière ça lance des matchs d'une manière totalement différente. Donc ouais, c'était, comme tu l'as dit, un peu difficile par moment. Et puis ce qui est fou, c'est qu'il continue à passer pour un défenseur, peut-être pas élite, mais pour vraiment un excellent défenseur au lieu de plein Sur de gens. l'homme, il l'est, donc Ouais. et c'est beaucoup plus facile à voir sur l'homme parce que quand il fait un bloc ou quand il empêche un joueur de tirer, ça se voit plus. Donc forcément, c'est pas. Puis t'as aussi forcément, t'as toujours ce côté, cet archétype en fait de l'ailier un peu musculairement, tu vois, bien dessiné, tout ça. Tu dis, bah, c'est un ailier qui saute haut, qui est athlétique. Forcément, ça va être un bon défenseur. Tu vois. Sauf que bah, faire un contre en touchant quasiment, enfin en ayant la tête limite au niveau de l'arceau et défendre collectivement, c'est deux choses complètement différentes qui ne demandent pas les mêmes qualités. Ouais. Alors, on enchaîne. Je vous propose de faire un gros point sur le coaching, justement, hein, on en parlait. Alors, dans un premier temps, à travers l'utilisation de certains joueurs, hein, et puis ensuite, on verra ça de manière un peu plus globale. Je vais démarrer avec une question que je pense beaucoup de gens se posent, hein, beaucoup de gens qui suivent les Celtics. C'est l'utilisation de Grant Williams. Est-ce qu'il y a un problème, Grant Williams? Est-ce que Mazzulla lui fait payer sa mauvaise fin de saison régulière? C'est assez surprenant de voir que
il rentre au game 2, je crois. Il fait c'est bien celui-là, hein, c'est dans le deuxième match. Ouais, il me semble. Ouais, non, il non, il me rentre. semble que c'est celui Non, qu'on c'est le perd. 3. C'est celui qu'on Ouais, perd. c'est le match Le 3 où il rentre. Ouais. Ah d'accord, bon, bah, il me semblait que Ouais, j'avais ouais, noté c'est le le 3. ok. Bon, en tout cas, il fait une bonne prestation. Je crois qu'il marque 14 points. Il fait un match assez correct. Le match suivant, on le voit plus. Il rejoue un peu plus tard dans la série, mais il joue beaucoup moins. Du coup, il a joué un peu dans le match 6. Alors bon, on s'est posé la question, hein, on évoquait la match-up. Le fait aussi qu'il soit peut-être volontairement préservé pour pouvoir être à 100% pour défendre par exemple sur Embiid, ou est-ce que c'était en prévision pour défendre sur Giannis parce qu'il avait très bien défendu sur lui l'année dernière. Bon, maintenant le problème ne se posera plus. Est-ce qu'il peut y avoir un problème interne aussi? Est-ce qu'il y a je sais pas, qu'est-ce que vous en dites vous? Que se passe-t-il avec Grant Williams, Titouan? Bah, on sait pas trop nous non plus parce qu'on n'est pas en interne, mais c'est assez compliqué parce que toutes les idées potentielles que j'aurais sont, enfin, tu peux toujours trouver un contre-argument. Par exemple, au début, je m'étais dit, bon, ok, c'est la match-up. On en avait parlé d'ailleurs dans la preview. On savait que ça allait pas être une match-up idéale pour lui, que c'est voilà des John Collins, c'est très vertical. Lui, il est plus dans la défense au sol. Les Trae Young, tout ça, c'est petit, ça va vite, et Grant Williams, il peut pas défendre des petits très rapides comme ça. Donc c'est vrai qu'on s'était dit bon, ok, au début, on voit qu'il joue pas, on dit bon, c'est la match-up. En plus, les Celtics gagnent sans lui. Bon, bah voilà, tout va bien. Mais le voir avec 0 minutes et sur les 6 matchs, il y a quand même 4 matchs où il joue pas du tout. Enfin, il y en a 3 et il y a le match 5 ou le match 4, je sais plus, où il joue genre 50 secondes. Enfin, oui, il rentre à la fin parce qu'il y a un mini blowout, on va dire. Mais sinon, ouais, tu te dis, ok, j'entends la question de la match-up, mais au point de pas le faire jouer du tout, de passer d'un joueur qui a quand même cadenassé Giannis et KD la saison dernière, je trouvais ça un peu dur. Donc je me suis dit, bon, il doit pas y avoir que ça. Après, il y a cette rumeur, entre guillemets, comme quoi ça serait peut-être une punition, entre guillemets, de Mazzulla par rapport à sa fin de saison régulière. Mais c'est pareil. Ok, il fait une fin de saison régulière, mais est-ce que tu vas te passer d'un joueur aussi solide que Grant Williams en playoff un moment aussi important de ta saison où il faut gagner un match, enfin il faut plier une série juste parce qu'il a fait une mauvaise fin de saison régulière, tu vois, c'est compliqué parce qu'à chaque fois toutes les potentielles idées possibles, tu trouves toujours un truc, tu dis mais non ça peut pas être ça, donc je pense que c'est un peu de tout en fait. Voilà. Je vous ai pas aidé avec ma réponse, mais je pense que c'est un peu de tout ça. Il y a une question de match-up, une question de le préserver un peu pour la suite, et une question de peut-être le faire reculer un peu dans la rotation parce qu'il n'a pas été bon en fin de saison régulière. Ouais. Elias, est-ce que tu as plus d'informations ou... Ouais, j'ai une information. L'agent de Grant Williams, il m'a appelé. Non, j'ai pas d'informations. J'ai pas de scoop. Moi, je pense que c'est plusieurs facteurs. Je pense que la théorie de la punition interne, machin, tout ça, pour pas trop le payer derrière, ça c'est des conneries. On n'est pas conspirationniste. Et ça, je pense que ça n'existe pas. Le but d'une équipe, c'est de gagner des matchs, c'est de gagner un titre. On va pas rentrer là-dedans. Je pense pas que Brad demande à Mazzulla de pas faire jouer Grant pour qu'il coûte moins cher ou un truc comme ça. Je pense que ça c'est un peu bête comme théorie, si je peux me permettre. Moi, je pense que c'est juste Mazzulla qui rentre un peu dans sa propre tête, qui réfléchit un peu trop et qui se dit je pense pas que j'ai besoin de Grant sur cette série. Il se dit Hauser, ça peut marcher. Grant, je vais le laisser au frigo. Pourquoi pas faire marcher Hauser parce que si on a un mec qui est capable de rentrer 65% de ses tirs à 3 points et qu'on a autant de création autour de nous, c'est mieux Grant Williams parce que Grant Williams il les rentre mais dans les coins quand il est ouvert. Hauser il les rentre partout avec tant qu'il n'y a pas un mec collé à lui il peut le rentrer en fait, donc c'est quand même pas le même type de tireur à 3 points. Je pense que c'est Mazzulla qui a du mal à s'adapter, a du mal à trouver des solutions et peut-être admettre son erreur par rapport à ça parce que c'est quand même assez c'est gros comme statement, on va dire, de dire ah non tu joues pas, t'es le 6e homme de l'année dernière ou 7e,
t'étais très important en playoff, mais toi tu joues pas, je préfère faire jouer Hauser. C'était un peu son idée de la rotation. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était utile, qu'il défensivement, même si c'était pas un bon match-up, qu'il restait utile et très bon. Enfin, ça reste un très bon défenseur, sauf quand il décide qu'il veut switch sur Trae Young. Je l'avais dit dans la preview qu'il allait décider à un moment qu'il pouvait défendre sur Trae Young. Non, tu ne peux pas défendre sur Trae Young. Donc ouais, non, je pense que c'est un peu Mazzulla qui réfléchit un peu trop. Après, moi je pense qu'il va avoir un plus gros rôle contre les Sixers et il va avoir un gros rôle que ce soit les Knicks ou le Heat, si on est qualifié derrière, il aura un gros rôle parce que le profil est beaucoup plus intéressant et important pour lui défensivement qu'un Hauser. Là où Hauser, on l'a vu, il est totalement capable de défendre correctement sur un switch contre un meneur. On l'a vu, c'était pas catastrophique. Grant, il rentre sur le terrain, Trae Young, il switch dessus, il lui colle un 3 points, step back instantanément. Donc c'est peut-être ça aussi, tout simplement défensivement, il s'est dit qu'en fait, pour le profil de joueur qu'il y avait en face, ça marcherait pas. Donc bref, j'ai pas eu non plus une très bonne réponse. Je pense qu'on verra plus de lui après. J'ai aussi vu il est rentré, il a eu un très bon impact sur le match, dans le match 6, et tout le monde dans les médias, que ce soit le coach ou alors Ford, ont donné ses qualités, on dit qu'il était mature et qu'il avait accepté son rôle et qu'il était prêt à rentrer sur le terrain quand on voulait. Donc ça c'est très bien. Je pense ça reste un très bon, même s'il parle un peu trop aux arbitres, un très bon coéquipier. Donc je suis pas inquiet. Je pense que c'est Mazzulla je sais pas ce qu'il cuisine dans son laboratoire, mais je pense qu'on le verra plus que Hauser contre les Sixers et peut-être après si on est qualifié. Donc je pense que ça ira. Ouais, c'est sûr qu'on risque d'avoir besoin de plus de viande dans la raquette contre les Sixers. Et justement, on va parler. Non, pardon, c'est une référence. Ah, je savais pas celle-là. Justement, puisqu'on parle de la raquette, on va parler aussi un peu de Rob. Rob Williams, qui a été assez peu utilisé, enfin peu, je sais pas, mais en tout cas avec prudence, un peu plus de 22 minutes, je crois, non, quasiment 23 minutes de moyenne. Bon, là, on a moins de doutes, je pense. C'est clairement une volonté de le préserver. Rob est plutôt bon sur cette série. Il amène un vrai impact en sortie de banc. On peut supposer qu'il y a vraiment la volonté de le garder le plus en santé possible pour la suite. Ouais, je pense que c'est totalement ça. Surtout que Rob Williams, c'est le genre de gars qui arrive à être impactant sur un match sans forcément avoir besoin de jouer 40 minutes. Et donc là, voilà, tu l'as à une 22 minutes. Je pense que c'est le temps de jeu un peu idéal où tu as le meilleur, tu as placé le curseur vraiment au meilleur endroit entre l'utiliser assez pour qu'il soit impactant, mais pas trop pour pas trop tirer dessus en fait, et risquer de se blesser. Donc ouais, je pense que autour des 20-22, après avoir, je sais pas quelle défense va utiliser Mazzulla face aux Sixers, mais on sait que par exemple Udoka elle aimait bien l'utiliser en low man. S'il l'utilise dans ce rôle-là face aux Sixers, c'est possible qu'on voit son temps de jeu un peu grossir et avoisiner les 27-28 minutes, ce qui serait pas pour me déplaire non plus, mais non, je pense que c'est complètement de la gestion sur son cas, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je pense que on veut mieux c'est mieux un Robert Williams en bonne santé et en forme 26 minutes ou 25 minutes qu'un Rob Williams cramé pendant 33 minutes. Donc je pense que c'est la bonne tactique de le préserver en quelque sorte. Je pense que quand il est en bonne santé, c'est le troisième joueur le plus important de notre équipe. Son impact défensif au rebond, j'ai pas besoin de réinventer et de vous répéter ce que tout le monde sait, mais bref, il a été genre magistral sur les 2 premiers matchs. Donc je trouve qu'il a été bien utilisé. Défensivement, surtout sur le dernier match, ça avait l'air un peu plus des fois hasardeux, mais je pense que c'était aussi une question d'effort et d'envie par moment. Et plus l'opposition est impressionnante et importante, mieux c'est. Il va y avoir un petit match-up dans le match-up, je pense, contre les Sixers, entre Rob Williams et Paul Reed, on verra plus tard. Mais on va avoir besoin de présence assez forte au rebond, parce qu'il
ils aiment bien essayer d'aller chercher des rebonds offensifs, les Sixers. Donc on va avoir besoin de lui parce que ça a été un peu compliqué pour nous par moment les rebonds dans cette série. Donc moi je vois que du bon pour Robert Williams. Je suis assez satisfait du fait qu'il persévère à le faire sortir du banc. Je trouve que ça marche bien. C'est une bonne idée. Mon seul problème, c'est pas directement lié à Williams, c'est lié à Brogdon. J'ai plus trop envie de les voir jouer ensemble parce que je trouve Brogdon incapable de jouer avec lui, de lui faire des passes, de lui faire des lobes. Je trouve que Brogdon est un peu des fois il bouche un peu l'attaque et quand c'est avec Robert Williams, bah lui il ne prend pas de tir à 3 points, donc forcément suscite le spacing est négatif quand ils sont ensemble sur le terrain. Donc à part ça, non, tout est parfait pour Rob. Alors qu'à l'inverse, un Marcus Smart ou un Jason Tatum, je trouve, arrive justement très bien à trouver Robert Williams en attaque. Ouais, même Derrick White, hein, Ouais, ils sont tous là-dedans. Je trouve que Brogdon, après c'est pas son jeu, hein, c'est pas un créateur de balle à la base, hein, c'est pas un créateur de jeu, je veux dire. Mais ouais, c'est dommage, je trouve. Et puis comme ils sortent du banc, ils sont souvent ensemble et forcément ça bouche un peu quand tu vois une rotation avec lui. Enfin les deux, Jaylen Brown et derrière, je sais pas, Marcus Smart et Sam Hauser, pour moi c'est pas trop logique, ça n'a pas trop de sens parce que la création est assez limitée. Donc j'aimerais bien voir ce qu'ils en font contre les Sixers. Ok. Bon, eh ben on va parler de Derrick White justement, puisque vous l'évoquiez. Derrick White qui fait un début de saison, un début de série, absolument incroyable. Sur les 2 premiers matchs, je pense que au global, il doit pas être loin d'être le meilleur joueur des Celtics. Et puis ensuite, il est moins utilisé. Donc on peut se demander pourquoi. Et du coup, c'est une réflexion qui peut nous amener à un questionnement un peu plus général en fait sur le coaching. Est-ce que on doit commencer à s'inquiéter un petit peu de ce que fait Joe Mazzulla? Est-ce que la marche saison régulière, playoff n'est pas un peu trop haute? Il y a cette utilisation de Derrick White, il y a ce que tu disais tout à l'heure, Elias, est-ce qu'il est capable de se remettre en question à l'intérieur d'une série quand on voit donc le cas Grant Williams? On l'a vu rentrer un coup Cornet, un coup Muscala. Bon, c'était pour des très faibles minutes. Hein. Je crois qu'ils jouent entre 1 et 2 minutes tous les deux, chacun leur tour. Mais donc, c'est sûr que c'est pas forcément révélateur. Mais il fait rentrer Griffin aussi. Et puis, alors, pour le coup, c'est au pire moment. C'est dans le 5e match, juste avant la défaite. Et puis là, je pense que pour le coup, on peut dire que Griffin, la match-up est horrible. Alors, on peut peut-être d'abord revenir un petit peu sur Derrick White et puis ensuite sur ses interrogations plus globalement. Elias, je te lance là-dessus. Ouais. Pour Derrick White, premièrement, je suis pas d'accord avec le fait qu'il n'ait pas été moins utilisé entre guillemets sur les matchs où il a moins de points. Je pense que c'est juste les 2 premiers matchs, il est excellent. Premier match, il joue 39 minutes, donc peut-être que là, il est plus utilisé. Mais premier match, il prend 13 tirs. Deuxième match, il en prend 16. Il met 24 et 26 points. Le troisième match, il en prend que 7. Il joue que 30 minutes. Mais c'est quand même 30 minutes. Hein. Dans une rotation à 3 gardes aussi bon, ça reste 30 minutes, c'est beaucoup. Le fameux 4e match, pardon. Oui. Qu'est-ce que je raconte là? Oui, le fameux 4e match, je veux dire, il joue pareil, il est même autour des 30 minutes. Donc en fait, il a une moyenne de entre 30 et 35 minutes, ça dépend des matchs, ou 39 quand il est vraiment très bon. Je trouve qu'il est utilisé de la même manière. Le match où il est pas bon, le match 3, c'est toute l'équipe n'est pas bonne et lui c'est pas. Enfin, en fait, on en a pas exactement parlé directement, mais c'est un match où on n'essayait pas de jouer ensemble. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde faisait son tir après une passe et Derrick White, c'est pas son jeu. C'est pas le meilleur créateur de son propre tir. Et quand il l'a pas, il l'a pas. Donc là, il a mis que 11 points. Mais tous les autres matchs, il a mis 18 points, 26 points, 24 points. Sauf le dernier où là, il a été pas très utilisé parce qu'en fait, il rentrait pas ses tirs. Hein. Il a eu des 3 points totalement ouverts qu'il n'a pas rentré. Donc je trouve ça logique de faire jouer Brogdon qui était très bon et surtout Marcus Smart qui était excellent sur le dernier match. Donc j'ai pas trouvé qu'il a été moins utilisé d'un match à l'autre. Il a juste été logiquement utilisé quand il était en forme ou que les autres étaient plus en forme que lui. Donc non, ça m'inquiète pas. Je suis content de voir qu'ils sont capables de s'adapter entre les matchs, entre Brogdon, Smart et lui, et de toujours donner le ballon à celui qui est le plus en forme. Aussi d'ailleurs en fin de match, il est assez flexible là-dessus, Mazzulla, donc ça c'est un bon point. Parce que j'avais un peu peur que ce soit que Smart et la double big en fin de match et point barre. C'est bien que ce soit adaptable. Attention à pas trop
faire de sorcellerie, mais ça peut aller. Donc sur White, je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est un joueur très intelligent qui rentre parfaitement dans toutes les line-up. Donc et défensivement, non, Marcus Smart a été excellent défensivement. Donc je peux pas dire que White a été meilleur que lui, mais défensivement, il a quand même été aussi très bon, même si l'équipe n'a pas été bonne. Je trouve que en un contre un en moins, il était très efficace. Après sur le coaching, je peux peut-être laisser Titouan prendre le relais. Il y a quand même quelques points d'inquiétude. Ouais. Titouan, tu peux peut-être parler de ça. Ouais, alors le coaching, alors je cherche pas du tout d'excuses à Mazzulla, mais faut pas oublier que ça reste un coach rookie qui fait sa première saison en tant que coach et du coup qui aussi coach pour la première fois en playoff. Donc ça va être un peu difficile de juger par rapport à ses erreurs. Est-ce que euh, les erreurs de rotation, par exemple, bah tu l'as dit, Johan, hein, je crois que c'est le match 5 si je dis pas de bêtises, où il fait rentrer Blake Griffin. Ouais, c'est ça, Blake Griffin Ouais, c'est ça, ouais. qui joue quasiment 6 minutes, alors que tu as Grant Williams qui est vissé sur le banc. En plus, ben là, du coup, l'argument de ouais, Grant Williams joue pas parce que la match-up est pas ouf, ouais, bah fais pas rentrer Blake Griffin alors parce qu'elle est pas meilleure. Hein. Donc il y a eu quelques rotations comme ça un peu bizarres, comme le disait Elias, ça se voyait notamment dans le match 6, la relation Brogdon-Robert Williams qui est pas exceptionnelle, mais pourtant il force un peu de toujours les avoir les deux ensemble sur le terrain. Voilà, il y a eu quelques trucs comme ça de rotation un peu bizarres. Les minutes avec quand Jaylen Brown est tout seul, elles étaient un peu moins pires que ce qu'on avait pu voir en saison régulière. Les minutes où Tatum et Smart par exemple sont sur le banc. Mais voilà, ça va être. En fait, c'est dur de juger Mazzulla dans le sens où on ne sait pas si c'est. Est-ce que il a eu des difficultés parce que bah, c'est la première fois qu'il arrive à ce niveau-là et du coup bah, il a besoin de s'adapter, de prendre de l'expérience, voilà, de grandir lui aussi. Ou est-ce que c'est vraiment un souci de d'analyse et de peut-être il est peut-être un peu têtu, tu vois, comme on le disait avec Grant Williams, peut-être qu'il se dit bah non, je veux faire comme ça, je resterai dans mon truc et j'y changerai pas parce que j'ai décidé que ce serait comme ça. Donc ça va être très intéressant de voir comment il se comporte face aux Sixers, justement pour voir s'il apprend de ses erreurs face aux Hawks ou si finalement il l'apprend pas et qu'il est vraiment buté. Parce on peut penser aussi au match 5 où ça c'est une problématique qu'on a eu toute la saison régulière. Dans le Money Time, il prend pas de temps mort. Il prend pas de temps mort quand il y a un run de l'équipe adverse. Et toute la saison régulière, il a dit qu'il les prenait pas parce qu'il veut que ses joueurs apprennent à trouver des solutions tout seuls. En saison régulière, je peux l'entendre, parce que la saison régulière, c'est aussi fait pour progresser, pour faire des expérimentations, pour tester des trucs. Là, tu arrives en playoff, il n'y a plus d'expérimentation à faire. Tu arrives en playoff, le but c'est de gagner. Tu fais tout ce qu'il faut pour gagner. Quand tu vois que les Hawks te rentrent un 10-0 et reviennent au score dans le dernier quart-temps, bah non, prends un temps mort en fait. Il n'y a pas de attends, j'attends de voir comment mes joueurs vont se débrouiller tout seuls. Au bout d'un moment, t'es le coach, t'es le capitaine du bateau, c'est à toi aussi au bout d'un moment quand il y a un peu des raz-de-marée et qu'il y a un peu la tempête, c'est à toi d'essayer de tout calmer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plus gêné, plus que les rotations d'ailleurs, parce que je me dis si jamais ça se reproduit, bah, ça nous a potentiellement coûté un match. Donc c'était face aux Hawks, comme on l'a dit au début, grâce au talent, on a quand même réussi à passer les Hawks. Face aux Sixers, si tu commences à lâcher un ou deux matchs à cause de petits soucis comme ça, de oubli de poser des temps morts, de poser un système ou quoi que ce soit, ça peut être plus problématique. Ouais, donc une série en fait globalement qui aura été remportée par les Celtics parce que le delta niveau talent était indéniable. On a quand même eu des Hawks qui se sont bien battus. Hein, il faut leur accorder du crédit pour cela. Je pense que vous en avez parlé tous les deux. Hein. Tout le monde à peu près prévoyait que les Celtics seraient ceux qui se sortiraient le plus rapidement de leur série du premier tour. Et puis finalement, on a fini en dernier. En dernier à l'Est en tout cas. Alors après tout le monde prévoyait que les Bucks. Ouais, les Bucks ont fini avant nous, hein, bien joué. Ouais, c'est vrai. Tout le monde prévoyait, pardon, j'y venais, que les Bucks allaient écraser le Heat. On a vu ce que ça a donné, donc on s'en sort quand même pas si mal. Mais en
en reconnaissant que les Hawks ont été meilleurs que ceux à quoi on pouvait s'attendre, hein, ça je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, les Celtics n'ont pas toujours été aussi bons que ce qu'on pouvait espérer. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être inquiétant pour la suite. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la partie review ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, pour moi, on peut passer à la suite. De toute façon, en faisant la preview contre les Sixers, on va forcément faire des parallèles avec ce qu'on a vu face aux Hawks. Donc, on peut passer à la suite. Allez, Elias, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, pardon. Allez. Bon, et ben pour la suite, on va donc rentrer dans la deuxième partie de cet épisode, la partie preview contre les Sixers. Bon, alors là, normalement, c'est la partie où moi, j'ai plus le droit de parler. Donc, ça va être un petit peu embêtant pour animer l'épisode. Comment on fait, Titouan? Là, je me tais ou... Bon, alors, je suis juste pressé de voir ton pronostic à la fin. Ça va être marrant. Voilà. S'il y a des fans des Sixers qui nous écoutent, ils vont bondir de leur siège quand ils vont entendre 4-0 pour les Celtics. Ouais. Bon, c'est pour ceux qui sont pas au courant, c'est un petit running gag entre nous. Voilà, je crains les Sixers parce que c'est une équipe contre qui j'ai particulièrement de mal à accepter une éventuelle défaite. Donc j'ai tendance à grossir un petit peu nos facilités qu'on peut avoir contre eux. Il paraît que j'ai du mal à être objectif. Bon, là du coup, plus sérieusement, je vais faire de mon mieux pour essayer de l'être. Les Sixers, donc, qui sortent d'un sweep contre les Nets, avec pourtant leurs deux joueurs phares qui n'ont pas été extraordinaires, hein, on va en reparler. Il y a des joueurs comme Tobias Harris ou comme Tyrese Maxey qui, eux, ont été excellents. Même si on peut dire quand même, je pense, sans leur faire offense, que les Nets n'étaient pas au niveau où on les attendait. Hein. Il y a eu beaucoup de surprises dans ces playoffs. Moi, après, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, personnellement, je pensais vraiment que les Nets allaient... Bon, je les voyais pas du tout sortir les Sixers, mais je pensais qu'ils les embêteraient beaucoup plus que ça. Il y a eu une grosse victoire des Sixers, alors que Embiid et Harden ne semblent pas être au mieux. On va en reparler. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il y a une grosse interrogation sur Embiid. Il se dit qu'il sera peut-être pas prêt pour le début de la série, ou en tout cas qu'il sera peut-être pas à 100%. Alors bon, nous évidemment on espère qu'il sera, hein, déjà parce qu'on ne voudrait pas voir cette série gâchée par les blessures. C'est une série, je pense, qui est attendue, on sait depuis un bon moment qu'elle risque de se profiler. Ce serait dommage que ça vienne y jouer un rôle. Et puis aussi parce que peut-être parce que les Celtics prendront la série plus sérieusement avec un Embiid à 100%. Mais on va partir du principe donc que Joel sera là et qu'il sera bien là. Il va se poser une question de taille. Comment défendre sur Joel Embiid? Comment défendre contre ces Sixers? Puisqu'on était sur le coaching, quelles sont les possibilités qui s'offrent à Joe Mazzulla et à son staff pour essayer de contenir ces Sixers et bien sûr plus particulièrement Joel Embiid? Titouan. Alors, souvent, quand tu as affaire à comme ça, un joueur élite, on parle du potentiel MVP. Hein. Enfin, ça n'a pas été donné. Je ne sais plus si ça a été déjà donné. Non, je crois pas. Mais quand tu as affaire à un joueur comme ça, un peu, vraiment au-dessus de tout le reste, tu as deux options. Soit tu le laisses gagner le match à lui tout seul, tu le laisses faire son truc, mais tu le coupes de tous ses coéquipiers. C'est un peu ce qu'on avait fait dans la bulle à l'époque. Soit tu choisis complètement l'opposé, c'est-à-dire que tu le cadenasses, tu le trappes, tu mets 2 défenseurs sur lui, voire 3, voire une prise à 3. Et en gros, tu dis à ses coéquipiers, allez, si on doit perdre notre série, c'est parce que Tobias Harris tourne à 35 points par match. Bon, j'exagère, mais vous voyez où je veux en venir. En gros, c'est ça. Tu as ces deux options-là. Donc, curieux de voir ce que Mazzulla va choisir comme option. Après, on sait qu'Embiid, on arrive plutôt bien à le défendre, même si très souvent il fait ses stats, mais on arrive bien à le gêner. Alors Ford aime bien cette match-up-là. Grant Williams pourra pas faire des grosses minutes en 1 contre 1 à défendre au poste Embiid, mais il est quand même très fort physiquement, très costaud physiquement, il pourra l'user. On sait qu'Embiid, c'est quelqu'un qui dès qu'il est plus frais, se fatigue très vite en fait. Il n'a pas un gros moteur de par sa taille, son poids. C'est quelqu'un qui, au bout de 25 minutes de jeu, commence déjà à tirer la langue. Donc si on peut envoyer de la viande avec du Grant Williams, alors Ford qui va faire son travail,
Comme je disais, un Robert Williams en low man qui vient protéger le cercle derrière. Je pense on peut vraiment faire un gros boulot sur lui. Et limite, du coup, je me dis que le plus important, ça va pas être ralentir Embiid. Je dis pas que c'est facile et qu'on va y arriver à 100%, mais je pense que le plus important, ça va être quand même de limiter Harden, de limiter le pick and roll Harden-Embiid. Et là, je vais laisser Elias là-dessus, mais Harden qui est quand même, on l'a vu un peu moins bon face aux Nets. On a vu qu'il est, enfin en termes de playmaking pour lui-même, de finition pour lui-même, on sent qu'il y a quand même une gêne. Donc ça va être intéressant de voir comment on va défendre sur lui. Est-ce qu'on va le laisser shooter quitte à prendre le risque qu'il reprenne confiance, ou est-ce que lui aussi on va le cadenasser? Je sais pas trop. Elias, ce que t'en penses, comment tu partirais toi là-dessus? Ouais, alors avant de partir sur ça, j'aimerais juste rappeler quand même que ils ont sweep une équipe qui a gagné 10 matchs après la trade deadline, hein. 10 matchs sur 13, ça fait 35 victoires sur une saison, donc ce serait les Pacers ou les Wizards de cette année. Donc c'est pas une équipe de playoff, hein, qu'ils ont sweep, c'est juste une équipe qui était là parce que les joueurs qui sont partis ont gagné des matchs avant de partir. Donc ils ont sweep une équipe qui n'aurait pas dû être là. Juste pour le rappeler quand même, pour pas les surcoter. Sinon, pour Harden, j'aimerais quand même, merci, tu m'as lancé dessus, me pencher un peu sur Harden parce que tu dis qu'il faut le limiter. Je suis assez d'accord. Moi, j'aimerais plus limiter Tyrese Maxey que James Harden parce que c'est lui qui me fait un peu plus peur en termes d'explosivité et capacité de prendre un match un peu à lui seul. On l'a vu en fin de match 3 il gagne le match tout seul, hein, avec des tirs à 3 points successifs énormes. Harden m'a l'air vachement limité. Je crois qu'il a une blessure un peu qui dure au tendon, je sais pas quel côté, pardon. Et donc il a aucune explosivité. Il est plus trop capable d'aller au panier et surtout de finir au panier. Enfin, je me suis fait les replays des matchs contre les Nets, surtout les deux derniers. Il est incapable de mettre un flotteur ou un lay-up. C'est assez inquiétant pour eux. Du coup, c'est pas très inquiétant pour moi. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. Mais donc, en termes de limiter Harden, je suis pas sûr qu'on va avoir besoin de faire grand chose, hein. Je pense que notre effectif est largement. Enfin, en fait, on n'a pas un mauvais défenseur à ce poste-là. Donc, il suffit de le défendre assez correctement. Et je pense que, sauf s'il retrouve sa forme de pull-up à 3 points, de step back, de side step, tout ça, le reste, ça va être assez facile à défendre au final. Et je pense que la défense va passer par limiter les joueurs autour, ne pas donner trop de 3 points ouverts à des Tyrese Maxey, à des D'Anthony Melton, à des Shake Milton qui peuvent quand même rentrer quelques tirs de suite et qui peuvent un peu changer un match. Donc je pense que va pas trop falloir se concentrer sur le pick and roll. Harden Embiid a toujours été excellent, mais là ils sont tous les deux un peu diminués. D'ailleurs on sait toujours pas si Embiid pourra jouer ou pas dès le premier match avec son genou. Donc voilà, pour moi la défense ça va passer par surtout défendre sur les autres. Pour Embiid, je pense quand même qu'il va falloir varier ce qu'on lui lance dessus. Va falloir le double team par moment pour le déstabiliser, essayer de récupérer des ballons. Va falloir faire ce qu'on peut sur l'homme, hein. Je pense qu'Al Horford c'est la meilleure option qu'on ait. Je pense que Robert Williams ça marche pas du tout en général contre ce type de profil. Contre des Giannis, contre des Embiid ça marche pas trop. Il a pas la carrure physique pour vraiment les contenir. Donc ça va passer. Je pense qu'on va voir des choses assez intéressantes s'il ose. Pourquoi pas des Marcus Smart qui commencent en défense sur Embiid pour justement limiter ce pick and roll. Pour si on pose un écran et que c'est par exemple, je sais pas qui peut défendre sur Harden, mais que c'est Jaylen Brown ou Jason Tatum qui se retrouve après le switch sur Embiid, c'est pas catastrophique et ça laisse pas trop d'espace pour le reste. Donc je pense qu'on peut faire des choses intéressantes en défense. Et je pense aussi surtout, Titouan tu l'as dit, Embiid c'est pas quelqu'un qui a un énorme moteur. Il est souvent fatigué en fin de match et il va falloir en fait les attaquer, enfin les défendre en attaquant nous-mêmes, en les encourir tout le match. J'ai quelques stats assez intéressantes là-dessus. Sur leur série contre les Nets, les Sixers ont joué seulement 90 possessions par match, là où nous on en a joué presque 102. Donc il y a quand même 12 possessions par match d'écart, donc ça veut dire que nous on joue beaucoup plus vite. En saison régulière, nous, on était 20e, donc c'est pas
si rapide que ça, avec 99 possessions par match, et les Sixers étaient 27e avec 97 possessions par match. Donc il y a une différence là-dessus. Ils jouent pas très vite. Ils préfèrent prendre leur temps, poser leur jeu et pas trop courir pour reposer leurs deux joueurs principaux qui sont, il y en a un, enfin, qui sont tous les deux. Embiid n'est pas vieux, mais un peu cassé de partout, on va dire quand même. Et aussi, ils sont très mauvais en défense en transition. En saison régulière, ils sont 25e en défense en transition, alors qu'ils avaient quand même une défense qui était, il me semble, si pas top 5, presque top 5. Ils laissaient 1,17 points par possession en défense en transition, ce qui est beaucoup. Sachant que nous, en attaque, on a une bonne équipe pour attaquer en transition. On l'a vu pas mal contre les Hawks. Les moments où on avait envie de jouer, les Derrick White, les Marcus Smart, les Jaylen Brown, ça peut avancer le ballon assez rapidement. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Et nous, de l'autre côté, ils peuvent pas vraiment faire ça sur nous parce que, à part Tyrese Maxey, qui est un des meilleurs joueurs en transition, tout le reste de leurs joueurs, enfin surtout Harden et Embiid, de leurs bons joueurs, on va dire, sont pas du tout des joueurs qui vont être très menaçants en transition. Tant qu'on gère bien Embiid en transition et qu'il n'arrive pas à faire un peu son classique, c'est-à-dire comme Giannis, avancer dans la peinture et on est obligé d'envoyer deux pour le contrer et du coup il y a un tir ouvert qui est créé. Si on arrive à un peu limiter ça et se placer rapidement en transition, je pense que ils verront pas l'avantage en fait sur le jeu rapide, sur le jeu de transition, et c'est là qu'on va pouvoir vraiment aller chercher beaucoup d'avantages sur, je pense, tous les matchs. C'est que va falloir jouer vite, jouer beaucoup de possessions et les fatiguer, et ce qui va emmener pour eux une attaque encore plus lente et un peu plus fragile. Bon, bah rien à dire. Merci Elias pour le podcast. Bonne soirée, au revoir. Voilà, on va se quitter là-dessus. Non, ouais, c'est vrai que merci Elias, c'est très très complet. Pour revenir donc justement, Titouan, puisque tu en parlais, on va y revenir. Grant Williams, est-ce que on l'a évoqué tout à l'heure, on vient de l'évoquer à l'instant. Est-ce qu'il va revenir dans cette série d'après vous? Est-ce qu'on va avoir besoin de taille et de joueurs costauds pour défendre sur Embiid? On a vu l'année dernière qu'il avait réussi vraiment à step up contre Giannis, contre KD aussi. Il a jamais été particulièrement efficace dans la défense contre Embiid, mais bon, en même temps, voilà, pour éviter de mettre toujours le même, pour éviter que Al Horford ou Rob Williams ou d'autres joueurs se trouvent en fall trouble assez rapidement, on risque d'avoir besoin de Grant quand même. Ouais, totalement. Bah, je pense que, comme tu l'as dit, on en avait parlé aussi en off, Grant Williams ne peut pas défendre Embiid sur tout un match, ça c'est clair. Bon, de toute façon, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas grand monde qui peut défendre Embiid sur tout un match. Mais comme on le disait, ne serait-ce que pour le fatiguer, envoyer quelques séquences où Grant Williams, qui est quand même assez costaud, Grant Williams l'envoyer sur Embiid et le bouger un peu, même s'il fait faute, c'est pas grave, mais le bouger, le fatiguer, l'épuiser, en fait, le forcer à faire un effort en plus pour prendre sa faute, pour mettre son N1 ou pour mettre son panier. Donc vraiment juste dans l'optique de le fatiguer, ne serait-ce que pour ça, je pense que Grant Williams aura des minutes. Après, évidemment, il aura aussi des minutes pour son tir, parce qu'il faut pas oublier que Grant Williams est un des meilleurs shooters de l'effectif, pour un gars qui avait pas de shoot à l'arrivée en NBA quand même. Donc oui, rien que pour le spacing qu'il apporte en attaque, il va aussi être utilisé. Et du coup, ça fait un peu le parallèle avec Mazzulla et ce qu'on va attendre de Mazzulla. Et comme on le disait tout à l'heure, je pense que ça va être cette série là pour Mazzulla, ça va vraiment être la série qui va déterminer quel genre de coach il est. Enfin, est-ce que c'est un coach qui peut performer en playoff? Parce qu'il va y avoir des ajustements à faire, parce que la série, que ce soit en termes de talent, en termes de match-up, c'est complètement autre chose que les Hawks. Et donc voilà, ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'il va proposer entre chaque match, entre la série en fait, entre les Hawks et celle des Sixers, mais aussi entre chaque match dans la série contre les Sixers, pour quelle défense il va opter, quel type d'attaque aussi il va mettre en place. Ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'il va proposer, parce que là, pour moi, à la fin de la série face aux Sixers, on va pouvoir se dire, enfin, pas à coup sûr, parce qu'encore une fois, c'est un coach rookie, mais ça va nous donner quand même une bonne indication sur quel plafond Mazzulla peut avoir comme coaching pour cette équipe des Celtics.
Ouais. Bon, pour moi, Mazzulla, il restera au top de toute façon parce que j'aime trop ses réponses en conférence de presse, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, Est-ce que les Sixers peuvent payer je vais mettre des guillemets, le trop de repos? On l'a dit, ils ont sweep j'allais dire les Pacers. Du coup, Elias, je te remercie, Elias, d'ailleurs, de nuancer un peu ce sweep. Ça me fait toujours plaisir, moi, quand quelqu'un nuance les performances des Sixers. Quoi qu'il en soit, ils n'ont plus joué depuis le samedi 22, sachant que le premier match de cette série, tiens, on l'a pas encore dit, si vous n'êtes pas au courant, le premier match de cette série se jouera dans la nuit de lundi à mardi. Donc, ils seront restés une bonne dizaine de jours sans jouer. Alors, c'est à double tranchant pour eux. Le point positif, c'est que ça laisse du temps à Joel Embiid pour revenir dans de meilleures conditions. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque d'être en manque de rythme, comme ça, au milieu des playoffs, de rester plus de 10 jours sans jouer? Alors oui, mais j'ai envie de dire, ils ont un peu, entre guillemets, l'avantage d'avoir le droit de perdre les deux premiers matchs, pardon, parce qu'ils jouent à l'extérieur. Donc s'ils avaient joué à domicile et qu'il y avait un risque, à cause du manque de rythme, de perdre le premier match, là, ça aurait pu être, tu vois, pas inquiétant, mais un facteur. Là, je pense pas que ce soit vraiment un facteur. C'est peut-être que ça va leur coûter, mais ça leur rapporte beaucoup plus, en fait, le fait que Embiid puisse se reposer. Après, on a vu Harden en train de s'embrouiller avec quelqu'un dans un club à Las Vegas, donc je suis pas sûr que lui, il ait pris beaucoup de repos pendant ces 10 jours de vacances, mais bon, je pense qu'il est un peu occupé aussi en ce moment avec son futur à Houston, donc je pense pas qu'il soit complètement euh, concentré. Enfin, c'est un grand joueur, un grand professionnel, j'en doute pas, mais c'est pas. Je pense pas qu'ils vont en pâtir beaucoup. Je pense que peut-être qu'ils peuvent avoir les jambes molles les premières minutes du premier match, mais ça reste des joueurs pros. Hein. Je pense que c'est pas non plus. On va pas leur chercher beaucoup d'excuses en permanence parce que sinon on pourrait toujours dire ah oui mais machin, ah oui mais machin. Je pense que je pense pas que ça va leur. Et en fait, sur une série de 7 matchs, au final, c'est bénéfique pour eux d'avoir eu 10 jours de repos quand nous, on n'en a pas eu. Donc, peut-être que le premier match, ça va jouer, mais le reste, non. Titouan, tu le vois comme ça aussi? Ouais, totalement d'accord. Je pense que, comme l'a dit Elias, c'est impactant surtout sur le premier match. C'est possible que sur le premier match, ils arrivent un peu, euh, je vais pas dire hors rythme parce qu'ils n'ont pas eu non plus 2 mois d'arrêt, mais voilà, pas du tout avec la même dynamique et que du coup, ça leur coûte le premier match. Mais comme l'a dit Elias, de toute façon, le premier match, vu qu'il est à Boston, c'est un match qui, dans la théorie, si on part sur la théorie de c'est que les équipes à domicile qui gagnent, bah, de toute façon ils sont à l'extérieur, ils s'attendaient pas à le gagner entre guillemets. Donc, euh, donc oui, c'est pas très grave pour eux et ça va juste être impactant sur le premier match en fait. Après au bout d'un match, c'est bon, ils auront repris vite le rythme et comme l'a dit Elias, de toute façon ça reste des professionnels qui ont pu s'entraîner. C'est pas comme s'ils avaient rien fait pendant une semaine non plus. Mais faudra pas s'étonner si première mi-temps les Sixers sont pas complètement dedans et que les Celtics sont 15 points d'avance à la mi-temps. Ce serait pas étonnant. Alors attends 2 secondes, je note. Donc, ne pas trop s'affoler en cas de grosse victoire au Game 1. Merci. Merci, Titouan. C'est exactement Ok. ça. Ouais. Ok. Non, mais c'est moi surtout. Donc. Bon, puisqu'on parle de potentielle victoire, un dernier petit point. Donc, on le dit, hein, les Sixers ont peut-être un petit peu plus de certitude dans leur jeu de par le fait qu'ils ont eu une série qui s'est mieux passée. On voit que leur rotation est en place, on voit qu'ils ont déroulé sans problème face aux Nets, même si encore une fois, c'est sûr que les Nets n'étaient pas l'équipe la plus dangereuse qu'ils auraient pu rencontrer. Ils vont faire face à plusieurs soucis en passant d'une série à l'autre. Bon, déjà, on l'espère tous, mais si les Celtics jouent un peu plus sérieusement, le step-up niveau adversité va être assez conséquent hein, par rapport aux Nets. Il y a la situation de Harden, il y a la possibilité d'avoir un Embiid diminué. Il y a peut-être aussi un peu l'avantage psychologique. Hein. On rappelle que sur les 4 matchs en saison régulière, on a vu 3 victoires des Celtics.
et une victoire des Sixers. Bon, alors encore une fois, je ne veux pas mettre une astérisque, mais bon, pardon. La victoire des Sixers n'a pas dû beaucoup les rassurer. Il a fallu un match à 52 points, si je ne dis pas de bêtises, pour Joel Embiid. Il nous manquait Jaylen Brown et Rob Williams. Donc bon, c'est pas sûr que ce soit vraiment quelque chose sur lequel il puisse s'appuyer pour être en confiance face à nous. Sur les séries de playoffs relativement récentes, je dis pas de bêtises si je dis qu'on s'est affronté 3 fois depuis que Embiid est là, dans l'ère, on va dire, Smart, Brown, Tatum chez nous. C'est bien ça, et c'est 3 victoires pour nous. Dites-moi si je me dis Ouais, c'est une ça. bêtise. Après Voilà. la première, les premières séries, c'est on a enfin non, on n'a pas Kyrie, on a Marcus Morris, on a Terry Rozier. Enfin, l'effectif est quand même Ouais. complètement différent. Mais c'est vrai que on peut par contre prendre en considération celle de la bulle, par exemple. Non, 2021, on les joue pas. Non, 2021, on les joue pas. Mais oui, celle de la bulle, je crois qu'on les sweep d'ailleurs. On les Si je dis sweep, pas oui. de bêtises. Ah Ouais, oui, ça ouais. c'est sûr. Ça, je m'en souviens bien. Ouais, il y avait mais pas c'est vrai Ben que Simmons, hein, qui n'était pas, il jouait pas. il n'y a pas Ben Simmons non plus là. Non, mais je veux dire, l'équipe était pas au Oui, complet. non, mais oui. Ouais. Mais c'est vrai que en tout cas, la raquette avec Al Horford, on va dire le duo Al Horford-Marcus Smart a toujours bien réussi à gérer les Sixers. Donc sur le papier, leur dynamique, sur le papier, même pas sur le papier, on va dire leur dynamique dans ces playoffs est peut-être meilleure que la nôtre, mais dans les faits, c'est quand même pas si évident. Ouais, c'est ça. C'est de la dynamique. Surtout, on va dire que nous, on s'attendait en fait à une série contre les Hawks beaucoup plus tranquille, on va dire. Et au final, on arrive au second tour. Les Sixers, eux, se sont rassurés parce qu'ils ont sweepé. Alors, une équipe faible, certes, mais voilà, ils ont fait le travail. Ils ont fait ce qu'on attendait, ni plus ni moins. Là où les Celtics, ils ont gagné, mais alors sans dire que c'était catastrophique, j'en sors pas ultra rassuré, on va dire, de ce qu'on a fait face aux Hawks. Après, voilà, on en a parlé, il y a le côté match-up qui est complètement différent et qui nous va mieux par rapport aux joueurs qu'on a, par rapport aux outils qu'on a. Mais voilà, on va dire que le côté euh, assurance et certitude, ça penche plus du côté des Sixers, je pense. Elias, ton point de vue sur ce point-là? Ouais, je pense qu'ils sont quand même pas tant en confiance que ça parce qu'il y a quand même l'aspect de santé chez eux enfin, moi qui me ferait un peu peur à leur place, quoi. Leurs 2 joueurs principaux sont pas complètement en forme. Et même s'ils peuvent jouer et tout, s'ils sont pas complètement en forme, enfin, on a toujours vu en fait, hein, tous les playoffs se jouent à cause de blessures tous les ans. Et pour moi, ça peut jouer un gros rôle dans cette série. Donc, je pense que moi, je suis pas confiant à 100%, mais je pense que c'est pas non plus, c'est pas du 50-50 en leur faveur. Je dirais que c'est plus 60-40 quoi pour nous. Ok, bon. Eh ben alors, puisqu'on en est à donner des chiffres, on va tenter peut-être une petite prédiction pour terminer. Voilà, on se lance dans le pronostic. Qui veut se mouiller en premier? Qui se lance? Bon, allez, je vais me lancer Allez. et alors c'est triste de penser comme ça, mais malheureusement les Celtics face à une meilleure match-up vont être beaucoup plus concentrés que face aux Hawks. C'est un truc, voilà, c'est une mentalité un peu que j'aime pas trop, mais malheureusement c'est comme ça. J'ai l'impression. Donc je pense qu'ils vont être focus, ils vont vouloir envoyer un message vraiment en sortant une équipe qui fait aussi partie des contenders. On sait qu'il y a une rivalité en plus Boston-Philadelphie. On sait aussi qu'il y a une rivalité, voilà, il y a une rivalité Embiid un peu, Marcus Smart, ces 2 gars qui se chauffent pas mal avec Brown, Tatum, tout ça. Donc je pense que les Celtics vont être sérieux. On a les outils pour faire chier les Sixers. Donc voilà, je pense qu'ils seront sérieux et je vais dire les Celtics en 6. Je vais dire 4-2 Celtics. Ok. 4-2 Celtics, bien. Moins, Allez, Elias. moins positif que Elias apparemment.
Ah, Alors déjà, je voudrais envoyer une dédicace à Hugo qui peut pas être avec nous. Je sais qu'il aurait bien aimé être là pour donner sa prédiction, donc je vais un peu me mettre dans sa peau. Il va dire que les Celtics sont pas sérieux et que les Sixers sont meilleurs et il va dire c'est Sixers en 7 lui. Je le connais. Donc selon Hugo, c'est Sixers en 7. Selon moi, c'est Celtics en 5. Je pense que c'est. De toute façon, je suis nul en prédiction. Je préfère donner un truc un peu plus spicy que quelque chose nul comme Celtics en 7 où c'est pas intéressant de dire ça. C'est bon, c'est vu et revu. Donc je vais dire en 5. Je pense qu'on gagne les 2 premiers matchs à la maison. Classique. On en prend un chez eux et on finit en 5 chez nous. Facile. Voilà. J'aurais bien aimé dire Celtics en 4 pour pouvoir finir la série à 21h30 en prime time en France un dimanche soir. Ça aurait été vraiment parfait, mais je crois pas qu'on prendra 2 matchs chez eux. Donc Celtics en 5. Ça va beaucoup, comme on l'a dit, ça va aussi beaucoup dépendre de l'état de santé de Ouais. Embiid et aussi du coup de Harden, comment il se sent et tout ça. Parce que c'est vrai que si tu as un Embiid qui loupe un match sur 2 ou qui joue vraiment, où tu sens vraiment qu'il est diminué et que tu as que la moitié d'un Embiid, que tu as Harden qui fait ce qu'il a fait face au Nets, c'est-à-dire pas un mauvais joueur, mais où tu sens qu'il a pu son pull-up, son step back et sa capacité à finir près du cercle. Ouais, là, ça peut finir en 4-1 facilement. Mm, mm, mm. On t'écoute, hein. À toi, hein, Johan. On attend. Ah, c'est On vrai, est j'ai là le pour droit. ça. Ah bah, bien sûr, t'as le droit, on est là pour ça. 4-0 Celtics. Ah, merci. J'ai pas osé, merci. En toute objectivité ou En toute objectivité. Non, alors non. Ben, il fallait que je le dise. J'étais obligé. J'aimerais bien sûr, mais en ayant essayé d'imaginer vraiment un maximum de scénarios et en essayant de me dire comment ça va se passer, etc. Je suis très partagé entre vos 2 pronos. Je sais pas. Je sais pas si je dis 4-1 ou 4-2 parce que je suis d'accord avec Elias. Je pense vraiment que on va en prendre. Bon, je serais très surpris qu'on ne gagne pas les 2 premiers à Boston. Je pense vraiment qu'on va en prendre un des 2 à Philadelphie. Et ça rejoint ce que tu disais, Titouan. Je pense que la rivalité et puis aussi le fait qu'on avance quand même dans ces playoffs et qu'il y a bien un moment où les Celtics vont arrêter leur connerie, hein, passez-moi l'expression, arrêter de prendre les matchs à la légère. Et puis de toute façon, voilà, on s'approche du but ultime, donc au bout d'un moment que même si on se retrouve contre un adversaire qu'on pense être un petit peu inférieur, il va falloir assurer. Le truc, c'est que voilà, je nous vois bien à 3-1 au moment de revenir à Boston. Est-ce que à ce moment-là, Embiid est complètement remis et qu'il te sort un match de dingue et qu'ils arrivent à nous prendre un match à Boston? Ou bien est-ce que nous, on retombe dans nos travers? Alors là, vraiment, j'espère pas parce que ce serait franchement décevant. Et on laisse filer ce game 5. Donc voilà, bon, puisqu'il faut vraiment donner un pronostic, je vais dire 4-1. Et puis bon, bah, si on perd le match 5 en ayant mené 3-1, je pense qu'on va à Philadelphie avec les dents dehors et qu'on prend le 6e là-bas sans problème. Ouais. Et c'est vrai que c'est un scénario qui est pas impossible au final, un peu comme contre les Hawks, où tu gagnes 2-0, un peu trop confiant, chez eux, t'en prends un, mais voilà, un peu trop confiant, t'en laisses un, et même quand eux ils reviennent, tu reviens chez toi à 3-1, tu te dis bah c'est bon, c'est plié, et au final, bah voilà, c'est quand même les Sixers en face, et tu perds le match 5 chez toi. Ce qui fait que tu retournes aux Sixers à 3-2, enfin vraiment comme les Hawks, ça pourrait être un scénario un peu bis repetita. Ce serait pas choquant, mais j'y crois moins parce que voilà, il y a ce côté, c'est contre les Sixers, c'est contre une grosse équipe, vouloir faire un statement, et je l'espère, même si ça fait 1 an qu'ils nous le disent et on n'a pas vraiment l'impression, mais j'espère qu'ils ont appris de leur erreur face aux Hawks et qu'ils vont être un peu plus sérieux tout au long de la série. Ouais. Non, mais je pense aussi, enfin oui, comme tu dis, le scénario identique à celui des Hawks, c'est celui qui me fait le plus peur, on va dire, mais bah, franchement, je serais vraiment étonné qu'ils nous ressortent un truc comme ça, quoi. N'en prendre qu'un sur les 2 à Philadelphie, moi j'ai envie de croire au 4-0, hein, mais bon, j'essaye de pas trop m'emballer parce que je me connais, mais en prendre un sur les 2, je pense que c'est largement faisable. Et puis après, voilà, tu reviens à 3-1 à Boston, tu sais qu'il s'est passé la même chose contre les Hawks. S'ils nous refont ce coup-là,
ouais, je serais vraiment énervé. De toute façon, toi, t'es capable de dire 6-0 pour les Celtics. Si- Non, c'est Robin qui avait dit Johan il va parier 2-0 genre derrière les Non, Sixers c'est d'Atlanta. moi. Ah, c'est toi. J'avais dit 2-0. Non, j'avais dit même tu vas parier 3-0 et tu vas dire de toute façon ils voudront même pas jouer le match 4 tellement qu'ils Voilà. sont dégoûtés. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai envisagé de donner une réponse comme ça, mais non, en essayant d'être objectif, oui, je pense que 4-1, c'est le scénario que je vois le mieux. Bon, et ben voilà, je pense que du coup cet épisode va toucher à sa fin. Pardon. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Ouais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand on parlait du sweep des Sixers sur les Nets. J'ai vu passer que c'était leur premier sweep aux Sixers depuis les années 90 et les séries en 5 matchs. Donc leur dernier sweep, ils ont gagné 3-0. Donc pour rejoindre ta blague, peut-être que nous on va les sweep 3-0 et après ils vont arrêter de jouer. Comme eux à l'époque de Charles Barkley contre les terribles Bucks de Milwaukee, qui étaient très très nuls à l'époque. Enfin bref, voilà, c'était la petite anecdote histoire de NBA si ça vous intéresse. Ouais, sympa. Ok. Bon bah voilà, j'espère qu'on ne sera pas trop confiant. En tout cas, cette série, puisqu'on on les donne tous les trois vainqueurs assez facilement. En tout cas, on va avoir un premier élément de réponse donc lundi soir, ou plutôt dans la nuit de lundi à mardi. Et puis, on verra comment se passe cette série. On vous retrouvera quoi qu'il arrive pour vous en parler lorsqu'elle sera terminée. Et puis, a priori, pour parler aussi, du moins on l'espère, d'une éventuelle finale de conférence où on affronterait donc pas les Bucks. En tout cas, ça, c'est la seule certitude qu'on a. Du coup, je vous souhaite une bonne série et puis à la prochaine. Go Celtics! À la prochaine, ciao. Salut. Who's gonna win it? The Celtics! Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.